Donc bonsoir à tous, aux courageux qui restent jusqu'à la fin. Donc si comme moi vous venez de voir la présentation très intéressante de Rémi Forax sur Jigsaw, il a évoqué le fait que en quelque part il y avait un début de modularité dès Java 8. Donc c'est un peu ce que je vais vous présenter. En fait, le contexte de ce travail justement que j'ai fait, c'était que je cherchais à voir ce qu'il y avait sur Java 9 l'année dernière. Et à cette époque-là, il n'y avait encore pas grand-chose qui était mis en place. Et donc du coup, je me suis rabattu sur Java 8. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses, en fait, qu'on pouvait déjà faire pas mal de choses très intéressantes et qui n'étaient pas forcément très connues. Donc c'est ce que je vais vous présenter. Donc je m'appelle Thomas Laure Blanchès, je travaille dans la branche spatiale du groupe Airbus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait des choses comme ça, des lanceurs spatiaux, des véhicules spatiaux, des véhicules orbitaux, des satellites. Moi, plus précisément, je travaille en fait sur des équipements de test des tâches de lanceurs spatiaux ou de lanceurs complets. Et c'est sur ces équipements-là, en fait, assez régulièrement, on utilise le langage Java quand c'est pertinent, et ça l'est souvent. Donc voilà, pour moi, j'ai commencé par un premier point. Donc, dans la présentation, dans le titre de la présentation, je parle d'OpenJDK. Donc OpenJDK, c'est quoi? J'imagine que la plupart d'entre vous, vous le savez. Donc d'une part, c'est une implémentation libre de Java et c'est aussi l'implémentation de référence de Java. C'est pas tout à fait la même chose que le JDK d'Oracle. D'une part, le JDK d'Oracle, c'est un logiciel propriétaire, donc avec sa propre licence. Et en particulier, donc il y a quelques différences entre OpenJDK et le JDK d'Oracle. Dans le JDK d'Oracle, il y a en particulier quelques outils propriétaires qu'il n'y a pas dans OpenJDK, comme par exemple Java Flight Recorder et Mission Control. Une grosse différence aussi qu'il y a, c'est la licence. OpenJDK, il est sous licence GPL v2 avec exception du class pass. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la licence GPL v2, c'est une licence contaminante. L'exception du class pass, en gros, ça dit que le programme que vous exécutez avec OpenJDK ne doit pas être soumis, enfin, n'a pas besoin d'être soumis à cette licence-là. Pour le JDK d'Oracle, donc il y a une licence propriétaire et je vous invite à la lire si vous ne l'avez pas déjà lu, parce que moi, quand je l'ai lu, je me suis rendu compte qu'il y avait potentiellement certaines applications du JDK d'Oracle que j'aurais voulu faire avec, et soit que j'avais pas le droit de faire, soit pour lesquelles il faut payer, parce que c'est pas parce que c'est téléchargeable librement et gratuitement que tous les cas d'utilisation sont gratuits. Alors, l'axe de cette présentation, c'est de dire, voilà, on va voir comment compiler OpenJDK et on va voir comment minimiser l'empreinte du JRE. Alors, ça sert à quoi? Il y a plusieurs contextes. Donc Rémi Forax d'ailleurs en a rappelé certains, voire tous d'ailleurs. Le premier, c'est de l'embarquer, voilà, sur des systèmes avec des capacités, alors soit mémoire, soit de disque, qui sont limitées. Ça peut être intéressant de diminuer l'empreinte du JRE. D'un point de vue sécurité, si on enlève certaines fonctionnalités dont on n'a pas besoin, on réduit la surface d'attaque, et donc d'un point de vue sécurité, c'est plus intéressant. Et dans d'autres contextes où voilà, on empile de plus en plus de VM, de conteneurs, de choses comme ça, là aussi c'est intéressant de ne pas se trimballer avec à chaque fois un JRE qui est énorme. Donc quelques prérequis déjà avant de faire la compilation. Donc ça c'est des exemples pour Linux, donc pour une distribution Debian. Pour Windows, c'est un peu plus compliqué, mais c'est expliqué dans les sources du JDK. Et pour Apple, enfin pour macOS aussi, j'imagine. Je vais pas regarder. Donc le code source d'OpenJDK, il est géré donc sur un serveur Mercurial. Donc la première étape, c'est si on n'a pas le client Mercurial, c'est de l'installer. Ensuite, on clone un des dépôts. Alors il y a plein de dépôts. Donc là, c'est l'adresse du dépôt de l'update 60 du JDK 8. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce clone, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose. Et donc, on lit la documentation qui a
avec, et on se rend compte qu'il y a un script qui s'appelle getSource. Et ce script-là, en fait, il va télécharger plein d'autres dépôts qui sont liés à ce dépôt racine. Mais en fait, il n'y a pas un seul dépôt avec tout. En fait, il y a une arborescence avec des dépôts qui sont séparés et un dépôt racine qui fait le lien entre tous ces dépôts. Il y a pas mal de dépendances de compilation. Alors là, il y a deux méthodes. Soit on lit la doc et on essaye d'installer toutes les dépendances qu'il y a marquées en espérant que la doc est à jour et qu'on ne va rien louper. Soit on profite du travail, du travail que d'autres ont déjà fait. Et par exemple, sous Debian, on fait un apt-get build dep OpenJDK8. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on installe toutes les dépendances de compilation d'OpenJDK8. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que pour compiler OpenJDK, en fait, on a besoin d'OpenJDK. Donc, il y a un phénomène d'œuf et de poule. En fait, pour compiler OpenJDK en version X, on a besoin d'OpenJDK en version X-1 ou X. Sachant que quand on le compile avec un JDK X-1, pour bénéficier des optimisations de la version X, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait en deux étapes. On compile d'abord OpenJDK X avec OpenJDK X-1, puis on recompile OpenJDK X avec OpenJDK X. Voilà, donc une compilation en deux passes. Donc, à l'issue du premier clone, en fait, on se retrouve avec cette arborescence-là. Donc, en fait, il n'y a pas grand-chose. Dans le répertoire common, il y a des fichiers pour autoconf, donc pour gérer toute la configuration de la compilation. Dans Make, il y a des scripts pour GNU Make, et en gros, c'est tout. Et par contre, il y a donc, ce qui est intéressant, le README builds, donc qui explique comment compiler, et le getSource, qu'on appelle pour télécharger tous les autres dépôts racines. Et une fois qu'on a appelé ce getSource, donc là, il y a plein d'autres répertoires qui sont intéressants, certains. Corba, bon, c'est pas forcément le plus intéressant, c'est l'implémentation Corba qu'il y a dans Java. Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui s'en serve. Hotspot, c'est la machine virtuelle, ou plutôt les machines virtuelles, parce qu'on verra qu'il y en a plusieurs. Il y a donc un répertoire pour JAX-P, pour JAX-WS, donc pour les web services. Le répertoire JDK, c'est là où il y a toute la partie runtime, donc en particulier toutes les classes du JDK. LangTools, c'est là où il y a tous les outils du langage, donc c'est Javac, le compilateur, c'est Javadoc, toutes les choses comme ça. Et Nashorn, c'est le moteur JavaScript, le nouveau moteur JavaScript de Java. Alors ensuite, comment on compile? C'est assez simple, c'est assez classique en fait, comme presque tous les paquets sous Linux, on a un script configure qui configure toute la compilation et puis après on fait un make et ça se passe bien. Donc là, c'est un exemple. Donc il y a le script configure et en fait il a tout un tas d'options. Donc là j'en ai mis quelques-unes. En fait pour avoir toutes les options qui sont disponibles, il y a la commande help qui permet de lister toutes les options avec une description courte. Là, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, je compile la JVM de type serveur. Donc, on va voir qu'il y a plusieurs types de JVM et qu'on peut d'ailleurs en compiler plusieurs en même temps. Je lui dis, voilà, c'est du release, donc avec les optimisations qui vont bien, sans symbole de debug, je m'en fous, je veux le truc final le plus léger possible. Enable Unlimited Crypto, alors ça c'est lié aux règles d'export control américaines qui interdisent d'exporter certains composants crypto dans certains pays du monde. Ça, en fait, le simple fait de mettre ça, c'est le fait de dire je ne fais pas partie de ces pays-là où je n'aurai pas le droit d'utiliser ces fonctionnalités-là. Alors, on fait ça, un configure, un make all, et on regarde la taille du JRE. Donc la taille du JRE que ça génère, donc c'est bien le JRE, c'est le runtime. Je différencie par rapport au JDK. Le JDK, c'est pas forcément très gênant qu'il soit gros parce que c'est qu'un outil de développement. Le JRE, en revanche, donc le runtime, là c'est plus intéressant de le minimiser. Donc il fait près de 100 mégas. Et si on regarde la répartition, en fait, on a l'énorme fichier rt.jar. Donc c'est le fichier qui contient la quasi-totalité des classes du JDK et qui va être soumis à la modularisation dans Java 9.
Et un autre fichier qui est assez gros, c'est libjvm.so. Ben ça, c'est la machine virtuelle en fait, ce libjvm.so. Voilà. Donc il y a ces deux éléments qui sont gros, donc surtout rt.jar, mais même libjvm. Et donc ben, dans le reste de la présentation, je vais vous montrer comment optimiser ça un peu, qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser ces deux parties-là. Et je vais commencer par le plus petit des deux, ce qui n'est pas forcément très pertinent, mais ça m'arrange pour la présentation, donc libjvm.so. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a plusieurs types de VM. Donc là, je lui avais dit de compiler que la VM serveur. En fait, il y en a tout un tas. On peut lui dire d'en compiler plusieurs. Et dans ce cas-là, quand il y en a plusieurs, en fait, au lancement de Java, dans la ligne de commande, on peut lui dire bah, tu me lances avec telle VM. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme type de VM? Il y a la VM serveur. C'est la VM maintenant qu'on trouve par défaut, a priori, que tout le monde utilise parce que c'est celle qui a les meilleurs perfos. Après, d'un point de vue taille, on verra que bah, forcément, c'est pas, voilà, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. La VM client, donc ça c'est une VM qu'on utilisait il y a encore quelques années. C'est une VM uniquement 32 bits, donc il n'y a pas de version 64 bits à ma connaissance. Alors, elle s'appelle client parce qu'on dit qu'elle est optimisée pour les applications clientes, c'est-à-dire qu'elle fait des trade-offs de perfo qui vont favoriser le temps de démarrage de l'application au détriment de la perfo vraiment de l'application. Voilà. Une autre VM qui est intéressante, alors c'est la VF minimale, donc qui est définie dans la GEP 148. Donc elle aussi c'est une VM 32 bits. Elle s'appelle minimale parce que le but c'est d'avoir une empreinte minimale. Et alors tel qu'il est indiqué dans la GEP, le but c'était d'avoir une dégradation de perfo de moins de 5%. Donc on va voir ce qu'il en est après parce qu'en plus la GEP ne dit pas par rapport à quoi. Il y a une autre VM aussi qui est assez intéressante, c'est la VM 0. Donc ça c'est une VM un peu particulière parce qu'elle s'appelle 0 parce qu'il n'y a pas d'assembleur. Donc 0 assembleur. Du coup c'est un interpréteur uniquement, il n'y a pas de compilateur JIT. Donc du coup on se doute que point de vue perfo ça va être moins intéressant. L'avantage c'est que comme elle n'a pas de code assembleur, elle est plus facilement portable sur d'autres plateformes. Donc du coup, c'est pour ça que on la retrouve sur certaines plateformes où il n'y a pas les autres VM parce que c'est trop compliqué ou trop long à développer. Bon. Et après, il y a un intermédiaire entre l'interpréteur pur sans assembleur et le JIT, et les autres VM. C'est la Zero Shark. Alors la Zero Shark, c'est une VM 0 avec en plus un compilateur JIT qui se sert des outils de la suite de compilation LLVM. Donc là, du coup, voilà, on verra qu'en termes de perfo, du coup, ça permet de remonter un peu le niveau. Et ensuite, il y a d'autres VM plus anecdotiques. Alors, la kernel, d'après ce que j'ai compris, c'est l'ancêtre de Minimal, donc, qui existait pour Java 8. A priori, elle fonctionnait que sous Windows et elle semble plus maintenue maintenant. Et ensuite, la VM Core. Alors là aussi, c'est une VM assez particulière. Donc, c'est un interpréteur uniquement. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, pour compiler OpenJDK, on a besoin d'OpenJDK. Ce qui fait que quand on a besoin d'OpenJDK sur une nouvelle plateforme où il n'y a pas encore OpenJDK, du coup, on est un peu coincé. Et donc ça, c'est à ça qu'elle sert, c'est-à-dire c'est une VM qui permet de bootstrapper la compilation sur le portage sur l'architecture PowerPC avec l'OS AIX. Voilà. Donc c'est vraiment une VM très très particulière. Alors là, ce tableau, il est intéressant, on va s'y attarder un petit peu. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau? Dans la première colonne, il y a presque toutes les VM, ou du moins toutes les VM intéressantes que je vous ai citées précédemment. Dans la deuxième colonne, il y a l'option de compilation qui permet d'activer la compilation de cette VM. Et ensuite, il y a les tailles de ces VM. Alors, ce qui est intéressant, c'est que serveur, elle existe à la fois en 64 bits et en 32 bits. Et on voit déjà qu'en termes de taille, c'est plus intéressant d'avoir une VM 32 bits qu'une VM 64 bits. On gagne un petit peu. Alors ça, c'est pas très étonnant parce que classiquement, les binaires 32 bits, ils sont toujours plus petits que les binaires 64 bits.
Et ils sont plus petits sur le disque, mais donc ils sont aussi plus petits en mémoire quand ils sont chargés. Ce qui explique par exemple que le nouveau Raspberry 3, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, en fait, il a un processeur 64 bits, mais pour l'instant, il a toujours qu'un OS 32 bits. Et c'est pas par hasard, c'est parce qu'il a qu'un giga de RAM, comme les précédents. Et donc, du coup, la pénalité du 64 bits, quand on a peu de mémoire, ça peut être assez embêtant. Et ensuite, quand on va vers la VM client, donc on voit elle est beaucoup plus petite, et la minimale, elle est encore plus petite, donc 5,8 mégas. La 0, on reprend un petit peu de poids, et la Shark, elle est carrément obèse. Alors ça, c'est le poids, mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi quels sont les perfos de ces différentes VM. Donc pour ça, j'ai utilisé un outil qui s'appelle SpecJVM 2008. Donc c'est un benchmark donc avec plein de tests, et à la fin de tous ces tests-là, il vous sort un score synthétique. Alors c'est un benchmark, donc ça vaut ce que ça vaut, ça permet de tester la rapidité des VM dans le contexte de ce benchmark-là, qui n'est pas forcément celui d'une appli normale. Mais du coup, ça donne des résultats intéressants. Par exemple, sur ce benchmark-là, la VM server 64 bits est plus rapide que la 32 bits. Et ça, c'est intéressant parce que ce qu'on lit souvent dans la littérature, c'est qu'en 64 bits, Java est défavorisé. Parce qu'il y a de l'overhead, il y a la gestion des pointeurs compressés, si on a des heaps de moins de 32 Go. Il y a le fait que les objets, de toute façon, sont plus gros, donc ça met de la pression sur le garbage collector, ça diminue l'efficacité des caches mémoire. Et donc souvent, on lit, attention, sur le passage en 64 bits, peut-être que votre appli sera un peu moins performante. Sur ce benchmark-là, tout du moins, ce n'est pas le cas, parce que certes, il y a cet impact-là qui est négatif, du 64 bits, mais il y a aussi d'autres impacts qui sont positifs. On a plus de registres sur le processeur qui sont plus gros, qui sont en 64 bits, on a de nouvelles instructions, etc. etc. Et donc là, pour ce benchmark-là, il y a clairement une augmentation de perfo de la JVM en 64 bits. Après, quand on va sur la client 32 bits, on voit que là, on chute pas mal. Alors, le benchmark, il faut dire qu'il il favorise en quelque sorte les VM serveurs. Pourquoi? C'est parce que par défaut, en fait, il ne prend pas en compte le temps de chauffe de la VM. Et justement, la VM serveur, dans le temps de chauffe, elle n'est pas forcément très performante. Et en plus, il peut être assez long, ce temps de chauffe. Alors qu'au contraire, la VM cliente, elle, sera peut-être plus performante sur la partie temps de chauffe, même si elle est moins performante après. Voilà. Donc du coup, ça explique sans doute une partie de l'écart qu'il y a entre les deux. Et minimal, donc, qui est un peu moins performante que la client 32 bits. Donc dans la GEP, donc, il parlait de moins 5%. Donc si on suppose que c'est par rapport à la VM client, vu que a priori, d'après ce que j'ai vu, la minimale est basée sur la client, là on a moins 8%. Bon, ça reste dans les ordres de grandeur qui étaient prévus. La VM 0, elle mérite bien son nom, hein, parce que point de vue perfo, c'est désastreux. Bon. Avec Shark, donc avec le compilateur Just-in-Time Shark, ça remonte un peu le niveau, mais on voit qu'on est bien loin des perfos d'un JIT vraiment optimisé et dédié pour Java. En parlant de la VM0, un petit aparté, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques mois, il y a un nouveau projet qui a vu le jour dans le cadre d'OpenJDK, c'est le projet mobile. Le but, c'est d'apporter Java, le vrai, celui d'OpenJDK, sur les plateformes mobiles, donc iOS, Android et Windows. Et donc, ce qui est intéressant quand on lit la description de ce projet, c'est que d'une part, il va être basé sur le JDK 9, c'est intéressant. Il va supporter au minimum l'équivalent du profil compact 2 d'OpenJDK 8, donc on verra un peu plus tard ce que sont les profils compacts, mais en gros, c'est une grosse partie du JDK, moins certains éléments qu'on verra. Et alors, ce qui m'a le plus inquiété, c'est quand j'ai vu que les ports donc ARM64 pour iOS et ARM sur Android seront basés sur l'interpréteur 0. Donc, on voit, enfin, de par le but de cet interpréteur 0, on voit bien qu'en effet, ça va être plus facile de porter cette VM sur d'autres plateformes que d'autres, mais d'un point de vue perfo,
on peut se poser des questions. Bon, j'espère que ça sera juste une première étape pour montrer la faisabilité du concept et qu'après, ils pourront utiliser des VM un peu plus dédiées et un peu plus performantes. Au niveau des tailles de VM, donc je ne sais pas si vous vous souvenez des tailles, même moi en fait, je m'en souviens plus trop. Donc on avait en gros, donc pour la VM serveur dans les 15 mégas, la VM client 8 et quelques, et la minimale presque 6 mégas. Bon, alors c'est embêtant parce que dans la GEP 148, donc qui définit la VM minimale, eux, ils parlent d'une VM de 3 mégas et ils comparent ça aux VM client et serveur qui feraient 6 et 9. Donc c'est plus petit que ce que moi j'avais. Donc du coup, j'ai un peu creusé pour savoir comment on baissait cette taille-là. Donc, première idée que j'ai eue, c'est de regarder toutes les options du script configure et de voir s'il n'y en avait pas qui pouvaient jouer sur la taille. Donc, il y en a une, c'est au niveau de l'édition des liens avec la lib C++. En fait, par défaut, ils font une édition des liens statiques, c'est-à-dire que la lib C++ est insérée dans la lib JVM. Et on a la possibilité de faire une édition des liens dynamique, c'est-à-dire utiliser la lib C++ qu'il y a déjà sur l'OS. Bon, on gagne 102 kg, donc c'est pas ça qui faisait la différence. Une autre idée, c'est que on compile ça avec GCC, et GCC il a des options pour compiler en minimisant la taille. Et donc c'est... oulala, j'ai le trac, si Rémi faudra que c'est dans la salle. Il ne faut pas que je dise de bêtises. Donc voilà, donc on a du GCC, donc on a la possibilité de lui filer tous les arguments qu'on utilise généralement avec GCC. Il y en a un, c'est l'optimisation pour la taille, donc grand O de S. Donc en gros, GCC, il a plusieurs niveaux d'optimisation. Il a grand O de 1, 2 et 3. Le 3, c'est le plus optimisé. Le S, c'est un équivalent du 2, mais sans les optimisations qui vont avoir un impact négatif sur la taille. Et bien là, on gagne pas mal, vu qu'on gagne 1,8 mégas sur minimal. Et enfin, une dernière optimisation en fait, que l'on a, c'est stripper les binaires. Donc on a sous Linux, on a une commande strip qui permet d'enlever tous les symboles en fait, qui ne servent pas à l'exécution du programme. Et là, on regagne 1 méga sur minimal. Et donc du coup, si on refait le tableau, on voit que on obtient à peu près les tailles qui étaient marquées dans la GEP 148. Donc on a une VM serveur, donc alors soit en 64 bits, soit en 32 bits. Voilà, en 64 bits, c'est autour de 9 mégas. Une VM client, alors 4, alors que dans la GEP, ils disent 6. Bon. Et minimal, donc il parle de 3 mégas. Donc là, on atteint 2,8 mégas. Voilà, donc la plus petite, c'est celle-là. Voilà, il faut retenir moins de 3 mégas. Un petit point sécurité, donc j'ai l'option de GCC qui permet d'optimiser et de minimiser la taille, c'est intéressante. Quand on compile du code binaire, ce qui est intéressant aussi, c'est de rajouter des options de compilation orientées sécurité. Donc pour ça, vous pouvez aller voir sur cette page-là du wiki de Debian, qui est très intéressant, vu qu'il les liste tous et il les explique bien en détail. Donc en gros, on utilise Fortify Source. Donc ça, c'est une option qui permet au compilateur de détecter certains buffers overflow à la compilation quand il est capable de savoir quelles sont les tailles de tableaux qui sont utilisées dans des commandes comme des memcopies, des memsets, des string copies, des choses comme ça. Et fstack protector strong, c'est à chaque appel de méthode, on rajoute un petit canary, donc un cookie, sur la pile. Et quand on sort de la méthode, on relie ce cookie. Si c'est le même, c'est que c'est bon. Si c'est pas le même, c'est qu'il y a eu un débordement sur la pile et donc le programme s'arrête. Et enfin, ça c'est une option de sécurité au niveau du linker, où en gros, on lui dit que lors du lancement de l'application, en fait, il va pouvoir mettre certaines zones mémoire en lecture seule, une fois qu'il les aura chargées et configurées. Et ça permet aussi d'éviter certains types d'attaques. Alors, le prix de la sécurité, parce que ça a toujours un prix, 139 kg sur la VM minimale, donc c'est quand même assez faible.
Et il n'y a pas d'impact perfo mesurable. C'est-à-dire on relance spec JVM 2008 et c'est dans le bruit de mesure, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, ce que j'avais montré en termes de taille et de perfo, c'était pour une architecture x86. Donc quand on essaye de minimiser les trucs, souvent c'est pour, enfin parfois c'est pour de l'embarquer. Donc qui dit embarqué dit parfois du moins ARM. Alors, quid des armes? En fait, il y a un port d'OpenJDK pour les armes 64 bits, donc qui existe depuis Java 8, depuis les débuts, mais qui n'est pas dans le dépôt principal de Java 8. En fait, c'est un dépôt séparé. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est Red Hat qui l'a fait, ce port-là. Et d'après ce que j'ai vu, il va être intégré, ou il est déjà intégré au dépôt JDK 9. Pour les armes 32 bits, par contre, on est un peu plus limité. On a soit la VM0 qui fonctionne, mais avec des perfos qui sont pas top. Soit Oracle a fait une version optimisée, mais sous licence propriétaire. Sur les Raspberry Pi, typiquement, très souvent, les gens disent on n'utilise pas OpenJDK parce que c'est trop lent, et ils se servent de cette VM propriétaire. Donc là, on a vu au niveau de la libJVM comment on pouvait l'optimiser. Maintenant, on va parler du gros du morceau, rt.jar. Donc Rémi en a parlé tout à l'heure, l'a évoqué tout à l'heure lors de sa présentation. La modularisation, ou du moins une certaine forme de modularisation, existe depuis Java 8. En fait, c'est les profils compacts. Alors, Marc Reynolds dit que voilà, c'est la modularisation du pauvre, mais bon, c'est déjà ça. Alors, les profils compacts, c'est quoi en fait? C'est 3 sous-ensembles du JRE. Donc, on a le JRE complet, et ils ont défini 3 sous-ensembles. Le plus petit, c'est le compact 1, donc avec toutes les classes de base du langage. Le compact 2 qui rajoute de l'accès aux bases de données, du XML. Le compact 3 qui rajoute encore certaines classes. Et le full JRE après qui rajoute tout le reste, du swing, du corba, enfin un peu tout, un peu la cour des miracles. Alors comment on compile ces profils compacts? Alors, c'est intéressant de savoir les compiler parce que j'ai pas vu que, enfin, j'ai pas vu pour l'instant, alors peut-être que ça existe, mais j'ai pas vu de distribution binaire d'OpenJDK avec les profils compacts. Je sais que sur Debian, il s'était posé la question à un moment donné, mais pour l'instant, il n'y en a pas, il n'y a que le JRE complet. Et à part Oracle, donc, qui lui fournit des versions avec les profils compacts, mais sous licence propriétaire, pour OpenJDK, pour l'instant, j'en ai pas vu. Donc comment on les compile? C'est très simple, on fait make profiles. C'est aussi simple que ça. Et donc, sur les tailles de JRE, on regarde, le JRE complet, il fait près de 62 mégas, et les profils compacts qui permettent de descendre à 14 mégas. Donc ça, c'est rt.jar. Le format de fichier jar, vous savez qu'il est basé sur le format de fichier zip. Enfin, c'est un zip, le jar. Tout comme pour l'instant le format Jmod qui est utilisé pour les modules, mais voilà, j'ai cru comprendre que peut-être que ça n'allait pas durer jusqu'au bout, mais pour l'instant le format Jmod de Java 9 pour les modules, c'est aussi basé sur un zip, c'est juste l'organisation à l'intérieur du zip qui a changé. Donc c'est un jar, le jar c'est un zip, et le zip c'est un fichier compressé. Eh bien non. Pas forcément, en fait. En fait, si on regarde le taux de compression de rt.jar, c'est 0%, ce qui est assez médiocre comme taux de compression. En fait, zip, c'est un format d'archivage, et donc on peut ou non compresser les fichiers qu'il y a dans ce zip. Et là, ce qu'on voit, c'est que par défaut, c'est pas compressé. Et pour les compresser, il suffit de passer l'option make jars égale true, lorsqu'on fait le make all ou le make profiles, et là on voit que on a un taux de compression de plus de 50%. Donc du coup, avec la compression, on voit que on divise par 2, donc c'est très très appréciable. Du coup, on peut se demander pourquoi ils le font pas par défaut. Alors ça aussi, Rémi l'a évoqué dans sa présentation.
C'est tout simplement que lors du démarrage, enfin, au chargement des classes, ça va mettre un peu plus de temps, vu qu'il va falloir d'abord décompresser la classe avant de pouvoir s'en servir. Et donc, en particulier, au démarrage d'une application, parce que c'est là où on charge le plus de classes, c'est là où ça peut avoir un impact qui n'est pas négligeable. Et donc, du coup, si on n'a pas forcément beaucoup de contraintes de place, ce qui est souvent le cas sur un desktop ou sur un serveur, il vaut mieux que le fichier ne soit pas compressé. Du coup, ça permet de démarrer des applications plus vite. Et donc, quand on a fait tout ça, donc une VM minimale avec le profil compact 1 compressé, on arrive à ça. Donc, on arrive à 13 mégas en gros. Donc, on voit toujours que rt.jar, ça reste le gros du gâteau. LibJVM aussi, qui n'est pas négligeable. Et on voit apparaître une autre partie, un répertoire ext, avec en particulier un fichier localdata.jar. Donc, du coup, on peut se demander, est-ce qu'on peut encore gratter un peu? Alors oui, on peut encore gratter. Le répertoire ext, donc, il sert en Java 8 pour les packages optionnels. Donc, c'est un répertoire, c'est un répertoire et un mécanisme qui va disparaître avec Java 9. Mais donc, en gros, ce répertoire ext, c'est optionnel. Donc, potentiellement, si on veut, on peut tout supprimer et c'est censé marcher pareil. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, il y a un gros fichier, c'est localdata.jar, c'est les données de localisation pour les packages java.txt et java.util en 43 langues. Donc là aussi, il y a fort à parier qu'on n'a pas forcément besoin des 43 langues, voire d'aucune en plus de l'anglais. Et donc, on peut gratter sur ça. Et ensuite, il y a d'autres librairies de crypto, donc SunEck avec sa librairie binaire correspondante pour la crypto sur des courbes elliptiques, un autre pour la crypto symétrique et asymétrique. Celui-là, c'est une implémentation des crypto-tokens. Et enfin, cette librairie, c'est une implémentation de TLS. Et donc, selon ce qu'on a besoin ou pas, on peut aussi faire le ménage dans un peu tout ça. Et donc on voit que on peut atteindre quasiment 10 mégas sur le runtime. Voilà. Sauf que c'est bien tout ça, mais si votre application, elle dépend de plein de trucs et de plein de choses qu'il n'y a pas dans un des profils compacts, vous êtes obligé de tirer tout le JRE, et donc c'est pas forcément très intéressant. Donc il y a un outil pour faire cette analyse des dépendances, c'est JDEPS. Donc ça, c'est la version Java 8 de JDEPS, donc où là j'ai fait l'exemple sur un petit Hello World et il est capable de nous dire voilà, on se sert de object, c'est dans le profil compact 1, on se sert de string, c'est dans le profil compact 1, et donc ce jar là est compatible du profil compact 1. Et si ce n'est pas le cas, ça vous permet de voir quelles sont les dépendances qui vous posent problème et qui vous obligent à tirer tout le JDK alors que vous n'en avez pas besoin. Il va falloir aussi essayer de limiter les dépendances externes. Alors, parfois, ça peut être embêtant. Par exemple, Java util logging, il n'est peut-être pas terrible, mais il est là. Et, on ne peut pas l'enlever. Donc, est-ce que ça vaut pas quand même le coup de s'en servir au lieu du logback ou du log4j? On peut se poser la question. Logback, par exemple, il fait 775 kg. Et en plus, alors, jusqu'à l'avant-dernière version, il tirait tout le. Enfin, en fait, il était compatible d'aucun profil compact. Alors, j'ai vu que depuis la toute dernière version qui est sortie au début du mois, je crois, ils sont compatibles du profil compact 3. Voilà. Mais auparavant, ils étaient compatibles du full JRE juste. Un autre exemple, c'est d'utiliser aussi ce qu'il y a en termes d'XML dans le JDK plutôt que d'utiliser un parseur externe. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de supprimer les dépendances transitives qui sont optionnelles ou dont on ne se sert pas. Alors, avec Maven, généralement, quand des dépendances optionnelles sont déclarées, elles ne sont pas téléchargées par défaut. Sauf que parfois, il y a des dépendances qui, pour vous, sont optionnelles, mais qui n'ont pas été déclarées comme étant optionnelles dans le POM de la librairie. Et donc, du coup, c'est à vous de faire le boulot, de mettre des excludes pour dire cette dépendance transitive, je sais que j'en ai pas besoin parce que je ne me sers pas de cette fonctionnalité. Et donc, je l'enlève.
Et donc du coup aussi, ce qui est intéressant, c'est de passer aussi un coup de JDEPS sur les dépendances externes pour voir qu'est-ce qu'elles tirent et pourquoi c'est tel profil compact ou pourquoi c'est le full JRE. Donc un petit aperçu de Java 9. Donc ça, c'est les modules Java 9, s'ils n'ont pas changé depuis l'année dernière. Ce qui est intéressant, c'est que les profils compacts, ils existent toujours dans Java 9. En fait, c'est des espèces de métamodules qui définissent des dépendances sur d'autres modules. Donc le profil compact 1, par exemple, c'est la somme du module base, du module de logging. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de l'utiliser. Et du module scripting. Voilà. Le compact 2, ça rajoute SQL, XML, RMI, voilà, etc. Euh, dans Java 9, il y a des nouveaux outils. Donc, JDEPS, alors il n'est pas vraiment nouveau vu qu'il existe depuis Java 8, mais avec Java 9, du coup, il rajoute la notion de module. Donc, il n'y a pas dans le JDEPS de Java 8. Il y a G-Link aussi, donc, qui est un outil intéressant qui permet de créer des images custom de la JVM pour votre application. Donc en fait, ça permet de voir que votre application, elle se sert de tel et tel module, et donc ça va générer une application toute packagée avec le JRE qui va bien et qui contient que les modules qui vous intéressent. Et il y a donc ce nouveau format Gmod qui pour l'instant est toujours basé sur du zip. Peut-être que ça changera. Et pour l'instant, la seule chose qui change par rapport à du jar, c'est l'organisation en interne et qui ouvre de nouvelles possibilités. Par exemple, on peut définir dans le module, enfin on peut mettre dans le module des binaires. Par exemple, le module base, il contient l'exé Java. Donc c'est pas un exé séparé qu'il y avait comme jusqu'à présent. Il est dans le module base. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas vraiment faire avec le jar. Voilà. Et j'ai fini pour la présentation. Et si vous avez des questions et que je sais y répondre, j'y répondrai. Oui. Le problème, c'est qu'après, sur les stack traces, tu vas pleurer. Hein. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il aurait été possible de l'offusquer? Sans doute. J'ai jamais vu personne le faire. Ah ouais. Ouais, puis quand tu fais de la réflexion, justement, c'est un peu compliqué du coup. Oui, mais peut-être qu'RT.jar en interne, lui, fait de la réflexion. D'autres questions? Alors, c'est en projet. En fait, pourquoi on a regardé tout ça? Parce qu'on avait un contexte un peu particulier, qui est une espèce d'embarqué où, en gros, on a des machines qui sont sans disque, donc qui bootent sur le réseau. Donc où tout l'OS doit tenir dans la mémoire. Donc pour ça, on sait faire des OS qui tiennent sur quelques mégas. Et toi, quand tu arrives et que tu dis, moi je veux faire du Java, donc faut rajouter 100 mégas, on te dit, non, ça va pas être possible. Euh,
Et en plus, on avait besoin d'un temps de boot qui était assez réduit. Et donc, bah, plus tu télécharges des données sur le réseau, plus ça va mettre du temps. Voilà. Donc, bah, pour toutes ces raisons-là, voilà, on avait besoin d'une version très épurée de Java. Donc là, voilà, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder. Alors moi non, je pense que j'ai des collègues qui ont regardé ça, mais alors ils s'intéressaient surtout à des aspects temps réel. Eux, ils voulaient voir pour voilà, pour des VM temps réel durs, enfin presque durs. Mm. Voilà. Et oui, et t'écris en Java, mais enfin avec des contraintes un peu particulières. On peut pas se servir de la classe thread, quoi, par exemple. Enfin, donc ah ouais. Mm. Mm. Oui, il y a des vrais threads, mais c'est pas la classe thread, il me semble. C'est une classe séparée. Ah ouais. D'accord. Ah oui, oui. Ouais. Mm. Mm. Ouais, mais enfin, il y a aussi, voilà, il y a la version sans. Oui, mais c'est un peu suicidaire. Oui, voilà, c'était ce que je montrais dans le test de perfo que la VM0, voilà, elle méritait bien son nom, parce qu'en termes de perfo, c'était vraiment zéro. Oui, c'est un. Oui. Mm. Bien. Pas d'autres questions? Bien, merci beaucoup.